Les plus jeunes, plutôt, étaient très sympas. Je suis sûr qu'avec vous, ce sera plus sérieux, mais encore plus sympa. Aujourd'hui, j'ai parlé un tout petit peu de l'indépendance, car nous avons très peu d'indépendance, un tout petit peu d'indépendance, un semblant d'indépendance. Mais il y a le drapeau que j'adore et qui symbolise le rêve. John Kennedy disait « Dream of the impossible and say why not ». Rêvez de l'impossible et dites-vous pourquoi pas. Mais cette indépendance, elle est à conquérir. On ne l'a jamais conquise. Ni à la chute de l'Empire ottoman en 1918 et quand la conférence de la paix en 1919 nous a offert le Grand Liban, ni quand en 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand au Liban il y avait et les armées de Pétain et les armées de De Gaulle. En 1943, les Anglais dégagent la France, tout simplement. Ils dégagent la France en nous donnant l'indépendance de la France. La France n'était pas une puissance occupante. Comme l'Angleterre n'était pas une puissance occupante en Palestine ou ailleurs. Il y avait eu, le lendemain de l'effondrement de l'Empire ottoman, à la suite de la Première Guerre mondiale, il y avait eu des mandats donnés aux puissances qui ont gagné la guerre pour constituer les États, aider les États créés à la chute de l'Empire ottoman par l'accord Sykes-Picot. Un accord qui n'a pas tout à fait été respecté par la suite. Par exemple, dans l'accord Sykes-Picot, il y avait un État pour les Kurdes. Il y avait un État également pour les Balouches. Or, l'un des plus grands problèmes aujourd'hui explosifs entre l'Irak, l'Iran et la Turquie, et bien sûr la Syrie, c'est la question kurde. L'affaire Balouche, le Balouchistan est divisé entre l'Iran, le Pakistan, Waziristan dont vous avez parlé, etc., et l'Afghanistan. Les Balouches sont les plus farouches et les plus extrémistes des islamistes, car c'est avec cette arme islamiste qu'ils ont fondé, qu'a été fondée Al-Qaïda et qu'a été fondée les talibans, et qu'on a mis à genoux l'Union soviétique, et par la suite on a semé la chienlit, donc le fawda, dans tout le monde arabo-musulman. Je parle un peu plus sérieux pour les plus adultes, je suis désolé, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, quand je vous ennuie, à faire signe, ou rire, ou faire du bruit. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la réorganisation du Proche-Orient, à la suite de la destruction de la Syrie, de la destruction de l'Irak, de la destruction en cours du Yémen, et dans le cadre du conflit entre l'Occident et l'ordre international conduit par les États-Unis d'un côté, et l'Iran, et l'option islamiste que l'Iran a pris en main, inclus Al-Qaïda qui est dans les bras de l'Iran, qui est financé et qui reçoit toute la logistique et toutes les organisations comme Daesh et d'autres, Nusra, etc. Ça, c'est des produits de Al-Qaïda, c'est des sous-produits organisés, c'est des titres, c'est seulement des affiches. Mais Al-Qaïda est aujourd'hui dépendante à 100% de la logistique iranienne et ses dirigeants, ses véritables dirigeants, le fils de Ben Laden et Saif al-Adl, qui est le dirigeant militaire, un ancien de l'Égypte, un ancien officier de l'Égypte, se trouve à Téhéran, et toute l'organisation est gérée par l'homme qui est l'homme fort
qui définit la politique libanaise, qui s'appelle Qasem Soleimani, Hakim Faydah al-Quds, qui est le commandant de la division Al-Quds de la garde républicaine révolutionnaire islamiste qui est attaché directement à Khamenei ou Wali al-Faqih. Donc l'indépendance du Liban, elle est leur. Bien sûr, tout le monde le sait. Donc c'est toujours important de garder les apparences de l'État, toujours important de garder les formes, de s'attacher au drapeau, très important. Mais ne croyons pas aux illusions de la réalité. Regardons la réalité en face. Cette indépendance a besoin d'être reconquise. J'espère que le Liban ne sera pas partagé comme la Syrie risque de l'être en plusieurs États. D'après la dernière conférence que j'ai suivie à Vienne il y a 3 semaines, et qui a été conduite par les Russes en réalité, dans la fondation Bruno Kreisky, qui avait été un grand ami, le chancelier de l'Autriche, qui m'a inspiré et m'a aidé à formuler l'option en 1982 de la neutralité du Liban à l'autrichienne. Donc une neutralité militaire qui n'implique pas une neutralité dans le relationnel ou dans les idéologies ou dans la prise de position politique. Et comme en Suisse, la neutralité est plus absolue. La neutralité autrichienne qui a sauvé l'Autriche de l'occupation américaine et soviétique à la suite de la Seconde Guerre mondiale est une neutralité militaire. Ce qui était de facto le cas du Liban jusqu'à la guerre inclue de 1967. En 1967, quand le Golan a été perdu ou offert, à Israël, quand la Cisjordanie et l'est de Jérusalem a été perdu, quand le Sinaï et le canal de Suez ont été perdus, le Liban n'a pas perdu 1 mètre carré de son territoire. Car notre frontière avec Israël est une frontière qui, grâce aux Français, a été définie par un armistice. La définition détaillée se fera quand il y aura un accord de paix, mais la ligne bleue, qu'on appelle la ligne bleue, qui nous sépare maintenant avec Israël, où l'accord de 701 et la FINUL et l'armée libanaise cherchent à protéger, c'est la frontière du Liban qui doit être précisée plus tard. Il est important qu'elle soit précisée, car notre fortune pétrolière et gazière, surtout sur le bloc 10, dépendra beaucoup de cette définition, car un axe mène dans la mer. Je n'irai pas plus loin là-dedans. Moi, j'ai fondé, après avoir milité durant 30 ans dans le bloc national, j'ai fondé le Parti de la paix. Parce que, après avoir réuni les penseurs et mes amis, et nous avons discuté de quel nom, quelle était la priorité, on a pensé à la liberté, on a pensé à beaucoup de choses, mais finalement, mon choix est venu à la suite d'une discussion. Je me dis, mais qu'a besoin le Liban finalement? Il a besoin de la paix pour être prospère, pour être libre, pour être stable, pour se réconcilier avec lui-même, avec son histoire, mais aussi entre ses communautés. La paix doit être notre objectif principal. Cette paix aussi est à conquérir. Quel est le défaut? Vous savez, dans les industries, on fait une fabrique, ou on fabrique une machine, on parle de vis caché. Quel a été le vis caché de cette machine qui a été mise en place quand on a créé le Grand Liban? Le vis caché, c'est la Constitution. C'est la Constitution
avant de revenir au vice caché, je vais rappeler quelque chose. En 1994, j'étais lancé dans le monde entier dans le financement des infrastructures, aéroports, power plants, tout genre d'infrastructures, par le secteur privé. Car la révolution économique lancée par le président Reagan et Margaret Thatcher avait dominé la pensée économique mondiale, inclus la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et j'avais été invité par ces institutions à une conférence de 2-3 jours, mais où j'avais un jour j'avais la journée pour moi avec Ahmad Zaki Yamani, qui était le ministre du pétrole, le chef de l'OPEC. Et j'avais fait mon exposé, et j'ai conclu mon exposé parce qu'il y avait tous les médias internationaux et arabes et libanais, certains libanais. J'ai conclu en faisant une offre de financer le double des besoins du Liban en électricité. À ce moment-là, les besoins étaient de 1500 MW, maintenant ils sont de 3000 MW. Donc j'ai offert de financer 3000 MW à ce moment-là, par un financement à 100% du secteur privé, avec le choix pour l'État libanais d'acheter et de distribuer, ou bien de nous confier également et financer par nous la distribution. J'avais avec moi les plus grands dans le domaine de l'industrie dans le monde, que j'avais mentionné, à 6 cents et demi le kilowatt. Vous payez maintenant 30 cents avec la subside, n'est-ce pas? Et vous payez beaucoup plus en fait en pollution. Et nous n'avons pas d'électricité. Pourquoi on ne m'a pas écouté? C'était en 1994, n'est-ce pas? Donc il y avait déjà une certaine stabilité, un gouvernement, Taïf avait été approuvé. Pourquoi on ne m'a pas écouté? Il y avait un homme d'affaires très prestigieux et très soutenu par l'Arabie Saoudite à la tête du gouvernement. Tout simplement, c'est pas parce qu'il ne comprenait pas le problème, ou parce qu'il voulait lui-même prendre, parce que lui, il était généreusement soutenu par l'Arabie Saoudite. C'était simplement qu'il ne pouvait pas décider cela, car dans les 2 usines qui étaient prévues, 450 millions de dollars, qui étaient financés par des prêts à l'État libanais, donc des prêts que vous devez payer un jour, que nous payons maintenant en intérêt, etc. Il fallait payer des commissions. 70 millions de dollars de commissions pour chacune des usines d'autodéfense civile, je ne sais pas à qui, mais je l'ai appris du patron de la société italienne qui a fait les machineries et qui a fait l'usine en fait, qui était assis à côté de moi dans une réunion chez lui pour un projet que je faisais en Inde, où j'avais réussi à faire baisser ses bénéfices à 6%, et qui m'a dit « Vous êtes Libanais, vous ne suivez pas le dossier libanais ?» J'ai dit « Non, je ne voulais pas en parler. » Et il me dit « Vous savez, nous sommes obligés, pour ce qui est du Liban, de prendre au moins 20%, parce que l'État ne nous autorise pas à baisser notre pourcentage de bénéfices en tant que société d'État, parce que c'est une société d'État, dès lors que nous payons moins que les commissions que nous payons. » Et je lui dis, comment vous vous débrouillez dans ce cas-là pour être dans les prix? Il me dit tout simplement, si vous voulez prendre les usines, parce que moi, mon projet à ce moment-là, c'était à Bangalore en Inde. Si vous voulez prendre les machineries qui sont disponibles en Inde, on vous les vend à 20% du prix. Pas 20% discount, parce que l'Inde les refuse et personne ne veut les prendre, elles sont déjà dépassées. Car dans la production d'électricité, comme dans une voiture, la dépense d'énergie, la dépense de pétrole, de gaz, de fuel, n'importe quoi que vous utilisez comme énergie, c'est ce qui coûte à long terme. Ce n'est pas la machine que vous achetez. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec au moins 50 milliards de dollars de pertes et qui sont maintenant sur la charge du citoyen libanais et que nous avons en manque à gagner une fortune illimitée. Dans cette conférence que j'avais faite pour la Banque mondiale et le groupe international,
financier, qui était couvert par la Herald Tribune. J'avais précisé, parce qu'on m'avait posé la question, pourquoi voulez-vous offrir plus que les besoins de l'État libanais? Parce que, je leur ai dit, voilà, nos études, comme les études des plus grands spécialistes du domaine, me disent, pour chaque kilowatt, donc qui coûte 6 cents et demi, il se traduit en exportation 3 $. À ce moment-là, en 1994, peut-être maintenant c'est différent ou plus. C'est pourquoi je produis le double, parce que je peux le vendre à des industries privées qui peuvent produire. Vous savez, donc l'indépendance, la souveraineté, la corruption, la liberté, tout ça, il existe ou il n'existe pas. Quand il y a une corruption de la gouvernance, c'est dramatique. Parce que, l'État. Mais si l'État sert à canaliser l'argent qui doit financer la corruption, l'État est l'ennemi. L'État devient l'ennemi. Ça, c'est la vérité historique, par ici et ailleurs. Je reviens au vice caché. Car il est important que ce vice caché soit corrigé un jour par votre génération, si notre génération ne le réussit pas. Nous, au moins, nous lançons les idées et nous nous battons pour. Le Grand Liban a été composé des deux Caïm Makamia de 1840 qui se sont réunis en 1860 dans l'État du Mont-Liban. Et est resté en dehors du Liban, Beyrouth, une partie de la Bekaa, après Zahri, Baalbek el-Hermel, l'Akkar, Marja Ayoun Ben Nazil, Taban Saïd al-Sour, qui appartenait à la Palestine, qui était sous mandat anglais, ou censé être sous mandat anglais. Les Français ont arraché cela pour agrandir, à cause de la faim que nous avons, qui a décimé le tiers du Liban, la faim qui a été causée par Jamal Bacha et sa cruauté, mais qui a été, cette famine, nous avons été aussi la victime du blocus maritime des Alliés. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans la même situation. Il y a un blocus des Alliés de l'ordre international contre l'Iran. Et nous sommes dans cette intersection, l'enclume qui reçoit les coups entre l'enclume et le marteau. Nous sommes sur l'enclume, puisque le Hezbollah a placé le Liban sur l'enclume iranien. Tout à fait comme dans le cas de l'Empire ottoman face aux alliés occidentaux. Tout à fait dans la même situation. Et c'est pourquoi nous confrontons dans les 3 mois qui viennent, je ne pense pas que nous attendrons 6 mois, un grand effondrement économique et financier, en dépit de tout ce que vous entendez, parce qu'ils sont obligés de le dire, et honnêtement, je suis à la télévision, je suis obligé de le dire également, de rassurer les gens, sinon, pour ne pas créer un vent de panique. Donc, une fois de plus, le Liban, pour n'avoir pas réussi à obtenir réellement son indépendance, en créant un État où les citoyens sont des citoyens libanais du Liban, ils ne sont pas des citoyens de telle communauté ou telle autre, ni chrétiens, ni musulmans, ni sunnites, ni chiites, ni catholiques, ni latins, ni maronites, ni machin. Pour faire cela, il n'y avait pas moyen de le faire avec la formule française de la République des partis, la Troisième République, que Clémenceau, qui l'avait offert cette constitution, l'a considérée comme l'une des plus mauvaises de son histoire. S'ils avaient pensé, eux, les Libanais, je ne parle pas, on ne demande pas à ceux qui vous font déjà un grand cadeau de penser pour vous, alors qu'ils ont plusieurs défis, dont le défi de faire une paix qui soit durable. Or, cette paix n'a pas duré. N'oubliez pas que la paix de la Première Guerre mondiale, faite en 1919, n'a duré que 20 ans, puisqu'il y a eu ensuite la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'était pas durable. Et le nazisme a commencé 11 ans après. Pas 10 ans, pas 5 ans après, ou 25 ans, 30 ans, 11 ans après, pile. Tout à fait comme nos crises au Liban. Tous les 10 à 11 ans, nous avons une crise existentielle, une guerre civile. Bon.
Nous avons notre indépendance, elle est complétée en 26, première indépendance. En 37, il y a une réunion où toutes les familles qui représentent ce qui a été ajouté au Mont Liban se réunissent à Beyrouth pour demander à rejoindre le roi Faisal à Damas. Le roi Faisal, la promesse des Anglais au shérif de la Mecque par Laurence d'Arabie était de constituer une royauté confédérale qui sera la nation musulmane qui héritera de la nation musulmane ottomane. C'était la promesse qui a fait que les Arabes se sont battus avec les Occidentaux contre l'Empire ottoman. Sinon, ça aurait été une trahison de l'islam vis-à-vis du sultan de la nation islamique depuis 620 ans ou 650 ans. Donc les Anglais ont poussé dans ce sens, et donc il y avait une menace en 1937 existentielle déjà pour le Grand Liban. Par la suite, il y a eu 37, 43. 43, en pleine guerre, on donne au Liban son indépendance, entre guillemets. En fait, l'objectif était très simple. Mon ami Taqid, Allah yarhamu, Taqid al-Salah, l'ancien Premier ministre, qui était avec Riyad al-Salah dans les négociations avec Damas, avec les bourgeois de Damas, avec les dirigeants pro-occidentaux de Damas. La seule raison pour laquelle ils ont accepté l'indépendance du Liban, au bout de 4-5 jours de négociations, c'est que à la dernière réunion, le matin, Riyad al-Salah leur dit « Très bien, pas d'indépendance. Moi, je me considère aussi syrien que vous. Je peux être Premier ministre à Damas comme je le suis à Beyrouth. Mais je vous pose une seule question. Nous pourrons dégager la présence militaire française de toutes les régions qui ont été additionnées au Liban pour faire le Grand Liban, mais qui va les déloger du Mont Liban. Et c'est la seule raison pour simplement obtenir qu'on déloge l'armée française du Mont Liban que les Syriens ont accepté momentanément. Quelques années plus tard, ils font la qatia pour nous étouffer économiquement. Nous avions une banque centrale unique. On avait la banque Syrie et Liban, qui était présidée par Salim Eddé, le père de Michel Eddé, et a été divisée en deux. Et on croyait que le Liban allait s'effondrer économiquement. Comme le Liban est allé vers la liberté économique sous le mandat français et ensuite après le mandat français avec le président Khalil Chamoun au moins, et bien sûr Cheikh Bchara était aussi un libéral économiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les coups d'État en Syrie, le socialisme étatique en Syrie a fait que la Syrie s'est effondrée financièrement et économiquement, et le Liban a prospéré financièrement et économiquement. Ce succès financier et économique du Liban, personne ne l'a digéré de nos voisins. Personne ne l'a digéré. Parce que c'était le témoignage de l'échec de leur politique socialiste arabe et unitaire arabe. Je ne suis pas contre l'unité arabe. Qu'ils fassent une unité fédérale arabe, j'ai aucun problème. Seulement qu'ils maintiennent d'abord l'unité intérieure dans les composantes de leur État, que ce ne soit pas des majorités qui abusent du droit des minorités ou des minorités qui gouvernent des majorités, comme ça a été le cas durant tant d'années en Syrie, tant d'années en Irak, et c'est pourquoi nous avons eu le grand effondrement et éclatement et de l'Irak et de la Syrie. Mais nous, au Liban, parce que nous n'avons pas fait le choix constitutionnel suisse, car c'était le modèle à suivre, c'était évident. Pour les fondateurs du Liban, ça aurait dû être évident, car la Suisse était un pays qui avait vécu 175 ans de guerre civile et qui a résolu son problème d'être allemand ou être français ou être italien ou être ceci ou cela, ou austro-hongrois,
Ils l'ont résolu par le fédéralisme. Pas par la formule pyramidale de la République française, la Troisième République, qui a hérité de Colbert et de Louis XIV, donc du système de l'État pyramidal, et qui a hérité d'un empire qui est l'empire napoléonien et le droit napoléonien. Nous aurions dû choisir ce qui nous convient. Donc le vice caché du Grand Liban, tant que nous ne l'aurons pas corrigé, le Liban sera en guerre civile permanente. Il ne sera pas indépendant parce qu'on voudra toujours avoir si ce n'est un occupant, mais au moins un wassi ou un intidab. N'est-ce pas? Un intidab, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui parle Hezbollah et la puissance Muntadaba, Hezbollah et la puissance Muntadaba au Liban pour gouverner le Liban, même s'il ne fait rien. Même s'il n'a ni député ni ministre, il gouverne le Liban parce qu'il décide de la paix et de la guerre. Il décide de tout. Donc ça revient à vous. Ça revient à vous, à votre génération, d'avoir toujours cet esprit critique. Parce que ce qu'on apprend à l'école, à l'université, en lisant, en parlant à ses parents, aux autres, ce qu'on apprend, c'est d'abord à ne pas accepter ce qu'on reçoit comme information ou comme analyse, inclus la mienne, comme une parole divine. Il faut que nous ayons un esprit critique, parce que par l'esprit critique, par la modestie de savoir que nous ne connaissons rien, que quand nous lisons l'histoire, que ce ne soit pas une lecture ni de date à mémoriser, ni une lecture superficielle, que ce soit une lecture profonde, et à chaque événement se poser la question, ok, cet événement s'est passé à telle date, et quel était l'environnement régional et international à cette date, comment on pensait ailleurs. Si l'Amérique aujourd'hui a l'une des constitutions les plus intéressantes du monde, c'est parce qu'elle s'était inspirée de toute l'expérience de l'Europe, d'où ses dirigeants étaient venus. Donc, cette indépendance à conquérir, c'est aussi une connaissance à conquérir, une connaissance de notre propre histoire. Quand je dis fédération, je dis aussi abolition du confessionnalisme. Parce que c'est le grand compromis historique que nous pouvons faire. Sinon, ce ne serait pas la culture. On abolit le confessionnalisme, forget it. No way. On peut abolir le confessionnalisme et devenir citoyen de l'État du Liban et pas citoyen de telle communauté si nous sommes dans un régime où les muhafazat sont fédérés et que le droit s'applique à tous, que chacun des citoyens du Liban, libanais, a les mêmes droits à n'importe quelle position et les mêmes devoirs vis-à-vis de n'importe quelle obligation. Merci. Nous avons trois questions préparées par les élèves de l'université, s'il vous plaît. Les trois personnes qui vont poser des questions à M. Épée. Donc la première question, c'est qui? Venez ici. La deuxième aussi. Venez tous là, s'il vous plaît. Bonjour. بيقولوا الاستقلال يعني بيقولوا انه استقلال لبنان مبني على الرمل، شو مفهومك لهالقول وشو رايك فيه؟ استقلال لبنان منه مبني على الرمل. لبنان مبني على تاريخ. جدودنا ضحوا من اجل ان يكون من 1400 سنه. لبنان وطن لجوء الاحرار
طبعا رجعوا الموارنة إلي في الأول والدروس، بس كل الأخبار كل المضطهدين في كل أنحاء العالم العربي لجأوا إلى لبنان. أهلنا الشيعة عشائرهم في بعلبك الهرمل أكثرها عراقية، وأكثرها كعراقية، أكثريتها من عشائر مثل الدليمية أكثريتهم سنة. لجأوا للبنان لأنه كجبل كان ملجأ الحريات. لذلك أنا بعتبر لبنان مبني على جبل لبنان، والجبل جبل. ما نطالب بتصحيحه هو فقط التصميم الدستوري، l'architecture constitutionnelle de ce Liban, parce qu'elle a été empruntée à un empire qui n'est plus un empire, qui est l'empire français, et qui a changé en France elle-même, qui est devenue décentralisée et machin. Il fallait, et nous devons encore, il y a dans la constitution libanaise et dans l'accord de Taïf, deux questions que personne n'ose toucher, mais qui sont dans l'âme même de Taïf et dans la lettre de Taïf. Un, abolir le confessionnalisme. Deux, la décentralisation. Moi, ce que je propose, c'est un compromis historique où on abolit le confessionnalisme en contrepartie de la fédération à la Suisse de l'État du Liban. يا وهيب يا مشي. يا احلى يا احلى نور نورك. هذيك الساعه بجد طويله في حرمه كده طول سؤال صعب. السؤال بيقول، ارجع اعيد السؤال بوضوح اكثر بركي ما فهمته انا. بيقول هل بعد في بلبنان رجال؟ لا يعني النساء، نقول رجال يعني النساء اولا. فهل بضل في بعد في رجال بالمفهوم مدام سشر اكبر رجال عرفناه بحكم بريطانيا مثلا؟ ف سؤال صعب لأنه الثقافة تبع الجيل الحالي في لبنان هي اللي أصيبت بخيبات أمل متراكبة. ثقافة استسلام فتاليست، استسلام، وكل إنسان يهتم بخبزه اليومي وباستمراريته، والنخب اللي تأسس عليها لبنان، والثقافة اللي حملناها نحن وحملتوها انتم وآلكم، هيدي هالثقافة مهددة بالهجرة. لأنه أنا بفهم أنه الأهل يكون همهم الأول مستقبل أولادهم. إذا ما قدمنا لهم مشروع استقرار أمني واستقرار وازدهار اقتصادي وتنوع وعصرني لنظامنا الاقتصادي والتكنولوجي، حتى يلاقوا فرص عمل لأولادهم اللي بيتعلموا بالخارج أو في لبنان، بس اللي بيوصلوا لأعلى مستويات التعليم ما راح يلاقوا فرص عمل في لبنان، فراح يهاجروا ومعهم أشقائهم وشقيقاتهم ومعهم أهلهم إذا فيهم يهاجروا. لذلك ما عندنا خيار، أنتم ما عندكم خيار ونحن ما عندنا خيار إلا نحمل مسؤولية الإرث اللي ترك لنا اياه اجدادنا، واللي اندفع من دمهم مش بس بالحروب، من دمهم في المجاعات كذلك، من دمهم في العمل بالارض. لانه بالنهايه قلنا الجبل، بس هذا الجبل كان معطاء، هذا الجبل عامل ثروه لبنان، ان كان بزراعه الحرير او بكل انواع الزراعات اللي عملها، المدارس، الجامعات. لا، نحن ما عندنا خيار إلا أن نكون مستعدين للنضال
من أجل لبنان نحلم به ونتصوره ونطالب به. الشباب على الاستاد تفضلي. Vous avez créé un parti politique qui s'appelle le Parti d'APM et qui est fondé sur le respect du vent comme un pays libre, indépendant, et sur le respect de la sécurité. Quels sont les buts que vous avez accomplis jusqu'à maintenant et c'est quoi les problèmes que vous avez confrontés? D'abord, je commence par les problèmes que nous avons confrontés. Le premier problème que nous avons confronté est justement le problème des partis au Liban qui ne peuvent pas être des partis populaires s'ils ne sont pas des partis affiliés et soutenus financièrement par les deux grands États qui financent la vie politique au Liban, qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran.